Alors vous allez être assez déçus, je pense, parce que je ne vais pas vous parler d'approche holistique. Je ne vais pas vous parler d'approche dite holistique, parce que, en fait, c'est une expression qui est autant utilisée par les naturopathes en santé que par les personnes du domaine du marketing. Et puis surtout, en fait, holistique, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compris par les patients. Si vous leur dites prise en charge holistique ou accompagnement holistique, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc vous êtes quand même obligé d'expliquer ce que c'est une thérapie holistique en santé. Donc c'est une médecine non conventionnelle s'appuyant sur un sens dérivé du holisme et désignant des méthodes qui seraient fondées sur la notion d'un soin apporté en tenant compte de la globalité de l'être humain, physique, émotionnel, mental et spirituel, ou corps et esprit, et prétendrait se distinguer de la médecine conventionnelle en considérant le patient comme une personne et non comme un malade. Donc vous voyez que l'approche holistique, finalement, c'est très vague. Il n'y a pas vraiment de cadre théorique en santé. Et donc, il y a eu, évidemment, le holisme a des théories qui sont applicables dans beaucoup de domaines. Il y a eu quelques essais de théorisation dans le domaine de la médecine, mais pas quelque chose de très arrêté et de très conceptuel. Et finalement, dans les aspects très pragmatiques de la prise en charge ou de l'accompagnement d'un patient tous les jours au quotidien, ben, j'aime bien, en fait, m'accrocher sur quelque chose qui est quand même relativement solide, même si vous connaissez tous la pyramide de Maslow, c'est une théorie qui a un cadre qui peut être aussi relativement limité. Ce que j'aime bien dans cette approche, c'est qu'en fait on parle du besoin, donc besoin des personnes, et que ce besoin c'est une nécessité, en cela que s'il n'est pas satisfait, il bloque le processus de vie, donc des besoins vitaux de l'individu, mais aussi du développement de l'individu en tant qu'il a besoin de remplir des besoins sociaux ou des besoins mentaux. Les limites de cette théorie, c'est qu'effectivement, il y a une hiérarchisation de ces besoins. Alors évidemment, on peut penser quand même que le premier besoin, c'est quand même celui de respirer, de manger, de dormir, de boire. Mais finalement, vous voyez, l'idée, c'est que tant qu'on n'a pas rempli finalement ces besoins, on n'arrive pas à un accomplissement personnel. Et donc, si on revient sur les Mickey et sur le fait qu'à chaque étape, aujourd'hui, on peut dire de ces besoins, un certain nombre de besoins ne sont pas remplis. Et donc, je reviens souvent sur cette étude Regard croisé sur les Mickey parce que c'est une belle étude. Il y a plus de 2000 patients atteints de Mickey qui ont répondu à ces questionnaires. Et on voit bien qu'à chaque étape de ces besoins, un certain nombre de besoins ne sont pas remplis. Alors, je vous en ai donné quelques-uns, quelques résultats, notamment sur l'impact de la maladie. Je pense que vous connaissez déjà cette étude. Ce qui est important, c'est de montrer qu'en période des poussées et en dehors des périodes de phase de poussée, l'épuisement, l'harassement, la fatigue est quelque chose qui est quotidien chez les patients. Vous voyez que 96% de patients se sentent fatigués dans la poussée, mais en phase et en dehors des phases de poussée, vous avez encore 89% des patients qui disent souffrir de fatigue. L'alimentation est chez les patients une source de contrainte assez importante puisque dans à peu près la moitié des cas, c'est une source de contrainte importante. Dans le cadre notamment du besoin de sécurité, j'aime bien aussi sortir des chiffres qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont des aspects qui sont à mon avis aussi importants de la vie des patients au quotidien. C'est l'impact de la maladie sur la vie professionnelle. Même si on n'est pas non plus dans quelque chose qui est majoritaire, il y a quand même 36% des personnes qui ont dû aménager leurs horaires, 29% de personnes qui ont changé de profession. Je m'interroge aussi sur 29%, c'est-à-dire un tiers des patients qui ont dû renoncer à une opportunité d'évolution dans leur travail. Et puis, vous avez quand même 7% des patients qui déclarent avoir été licenciés du fait de leur maladie. Et puis, je voulais aussi parler de l'aspect financier. Je sais qu'on est dans un pays, en France, où le système de santé est particulièrement privilégié, notamment dans le cadre du remboursement des frais de soins. Mais vous avez quand même aujourd'hui des patients qui déclarent qu'ils ont observé une baisse de leur revenu du fait de la maladie. Et là, on est quand même à 37% des patients qui le déclarent. Les difficultés à contracter un prêt immobilier, on sait aujourd'hui qu'il y a un tout petit peu plus de facilité à le faire, mais vous avez aussi notamment un patient sur deux qui déclare que des frais médicaux restent à leur charge après remboursement de l'assurance maladie et de leur mutuelle. Les besoins sociaux, je pense que vous connaissez cette diapo, elle est quand même
étonnante, vous avez quand même un tiers des patients qui ont eu des difficultés à avoir une relation amoureuse. Vous avez même 16% d'entre eux qui ont mis fin à une relation amoureuse. Et puis, pas négligeable non plus, 18% des patients qui ont renoncé à un projet d'enfant et ceux qui ont aussi renoncé à peu près à 13% à avoir carrément une vie amoureuse. On a parlé tout à l'heure dans l'atelier sexualité de la sexualité, de l'impact de la sexualité l'impact de la maladie sur la sexualité. Effectivement, on le retrouve là aussi dans cette diapositive. Alors bien sûr, il y a la baisse de libido à 52%. Il y a une déclaration de la baisse de libido, donc c'est un patient sur deux. Mais même en s'intéressant à des choses qui sont plus d'ordre relationnel, donc finalement ce besoin relationnel que l'on a pour accomplir sa vie, d'être bien avec son partenaire. On a en fait 27% à qui on reproche de manquer d'entrain, 15% de disputes répétées avec son conjoint, et même 12% de personnes qui déclarent qu'ils ont envie de se séparer ou de divorcer de leur conjoint. Et puis dans le cadre du besoin d'estime de soi, sur les ressentis négatifs des patients, vous avez 61% des personnes qui ont été interrogées qui déclarent dire que personne ne peut comprendre ce qu'ils vivent. Qu'ils se sentent dévalorisés à 40%, qu'ils se sentent culpabilisés par leur entourage à 22%, et même qu'ils se sentent aussi un petit peu culpabilisés par certains professionnels de santé. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir face à cette pyramide de Maslow comment en fait les besoins ne sont pas couverts chez les patients. Et face à ce constat, eh bien, on a besoin d'une autre prise en charge spécifique que médicale, qui existe et qui est intéressante bien évidemment, pour gérer les effets collatéraux qui ne sont pas pris en charge par les traitements. On a parlé, on a débuté ce matin sur l'aspect du plafond de verre et donc il faut augmenter finalement cette efficacité du traitement avec d'autres choses. Il y a aussi une volonté du patient d'agir par lui-même et ça je tiens vraiment à souligner que c'est important parce qu'on a l'impression que le patient veut se débattre en essayant de chercher tout un tas de solutions. Non, il y a une vraie force d'action du patient et on a parlé notamment dans l'atelier douleur tout à l'heure d'une forme d'autogestion et de la volonté d'autogestion du patient pour aller mieux. Eh bien je pense réellement, et j'en suis convaincue, qu'il y a une volonté du patient d'agir par soi-même et de façon personnalisée. Et puis, on manque vraiment d'orientation et d'accès pour tous aux thérapies et pratiques complémentaires qui pourraient permettre de gérer autrement les effets collatéraux de la maladie. Et j'insiste pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de bien se nourrir, de courir un peu ou de bien dormir. Il y a aussi d'autres aspects pragmatiques qu'il faut prendre en compte. Et donc, face à ces besoins, nous avons mis en place, dès 2020, avant le Covid, des ateliers à distance dits accompagnement, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler tout de suite et très vite. Ces ateliers d'accompagnement à l'AFA, ce sont des ateliers qui sont conçus et co-animés par des patients experts de l'AFA et des intervenants spécialisés, des professionnels de santé, des diététiciens, des sexologues, des hypnothérapeutes, mais aussi qui sont basés sur le modèle de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire un bilan finalement des besoins exprimés par le patient avant de pouvoir l'orienter sur des ateliers. Ce sont des espaces d'échange et de réflexion en groupe, ce sont des conseils et des accompagnements personnalisés et évidemment c'est en toute confiance et confidentialité. Donc ces e-ateliers se passent sur une plateforme qui s'appelle Miki Connect où vous avez tout un tas d'experts. Vous avez à la fois des experts de modules d'information, des experts de modules d'accompagnement et vous avez des patients experts et des intervenants qui sont formés dans le cadre de ces e-ateliers. L'objectif, c'est d'accompagner sur les thématiques du quotidien. Bien sûr qu'on ne va pas faire des ateliers qui concernent la prise en charge médicale. Alors bien sûr, c'est à la demande, c'est à distance pour les patients qui le souhaitent. Et ce sont en fait des ateliers par cycle. Donc on va répondre un petit peu aussi au manque des séances de TP en présentiel dans certains territoires et aussi aux difficultés de se déplacer pour certains. Il y a un problème finalement à la fois de distance pour accéder aux séances de TP à l'hôpital, mais aussi de disponibilité parce que certains ateliers sont en journée.
Il faut évidemment proposer, ce que je vous disais, des thématiques qui soient différentes de ce qui est déjà proposé ailleurs. Et puis, continuer les ateliers par des modules d'information, notamment sur la plateforme Wikiconnect. Si je peux vous donner un tout petit exemple des programmes, notamment du premier semestre 2023, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs types d'ateliers. Comment parler de ma Mickey au travail, des ateliers spéciaux pour les parents, il y a des ateliers fatigue, douleur et sommeil, activités physiques adaptées notamment pour les seniors, mais aussi pour les personnes stomisées. Vous avez des ateliers sur les droits sociaux, sur l'amour et la sexualité. Et je voudrais faire un petit focus sur le cycle hypnose, parce que vous voyez donc le cycle hypnose est en plusieurs dates, et c'est un des premiers, des premiers cycles qui est les plus demandés par les patients, puisqu'on a eu presque 200 inscriptions sur l'atelier hypnose au premier trimestre 2023, et donc c'était quand même intéressant de voir à quel point il y a un intérêt confirmé pour la pratique de thérapie complémentaire en ligne, notamment hypnose, yoga, méditation, mais aussi activité physique adaptée. Au final, il y a à peu près 600 inscriptions de personnes sur l'e-accompagnement, donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Il y a à peu près 7 à 28 participants par atelier. Le nombre de participants par atelier est limité, sauf pour l'hypnose, parce qu'on s'aperçoit que pour l'hypnose, il est possible qu'il y ait un grand nombre de participants sur la visioconférence, parce que ça n'influe pas sur la pratique. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est d'amener les personnes à continuer ces ateliers en leur donnant les outils pour qu'ils puissent, par exemple, chez eux, faire des séances d'auto-hypnose. Et puis, je voulais aussi vous parler de l'accès, parce qu'on parle des thérapies et des pratiques complémentaires, mais très souvent, ça peut être relativement cher. On s'est aperçu qu'une participation symbolique de 5 € par inscrit pouvait éviter l'absentéisme. Je sais qu'il y a pas mal d'absentéisme lorsqu'on propose des choses gratuites. Et depuis, en fait, les ateliers sont pleins. À la limite, aujourd'hui, on est en train d'essayer de concevoir plus d'ateliers parce qu'on a des listes d'attente. En conclusion, nous pensons, et je pense personnellement, c'est quelque chose qui est une conviction personnelle, c'est que chaque patient atteint de Mickey a des besoins fondamentaux qu'il faut couvrir pour qu'il puisse s'accomplir. C'est ça l'enjeu, c'est qu'il puisse vivre sa vie pleinement. Et pas seulement bouger, manger, dormir. La prise en charge médicale, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour accompagner le patient, il est souhaitable de personnaliser l'offre et donc de la diversifier. Ça demande donc tout un aspect de s'occuper d'un programme évolutif, notamment en questionnant les patients sur ce qu'ils souhaitent comme type d'atelier. Et puis l'accompagnement à distance de l'AFA, il est pragmatique, il répond à ses besoins bien évidemment en complément à l'ETP donné dans les services hospitaliers, mais aussi il répond aux patients qui ne bénéficient pas de l'ETP. Je vous remercie.